le livre que je présente ce soir s'intitule « L'amour paradoxal ou une promesse de séparation ». C'est un ensemble de 6 textes écrits entre 1993 et 2012 en français, éparpillés dans des revues aujourd'hui introuvables, qui ont séjourné aussi sur le site de l'auteur. Et quand on l'avait présenté en Grèce, ce livre traduit, on m'avait demandé, plusieurs personnes m'avaient demandé, mais quelle est vraiment la langue d'origine de ces textes, de ce livre? Alors, c'était une indication que l'on sentait qu'ils étaient habités par diverses langues. En effet, des livres ont paru en espagnol, en portugais, d'abord. Et ce sont des langues entendues pendant l'enfance et l'adolescence de l'auteur. Faire voyager ses écrits d'une langue à l'autre, dans la mémoire lente des langues de traduction, reconfigurer leur paysage psychique, selon l'auteur. Je ne vais pas m'attarder sur tous les textes, mais je vais essayer de vous donner mon ressenti. Ils ont entre 20 et 30 ans. Il y a certains qui n'ont pas pris une ride. Ils témoignent d'une pensée audacieuse et prise de liberté. Et ils redonnent, comme dit son éditeur, à la psychanalyse les couleurs de la vie, dans sa préface. Donc des textes qui invitent au voyage. L'auteur le dit aussi dans son introduction. Elle ose parler d'utopie. L'utopie dans un contexte où il n'y a pas, on en manque. Et elle fait un appel au nomadisme. Elle dit l'appel du nomade à l'enfant séquestré. Ceux qui ont travaillé avec des enfants séquestrés comprennent ce que c'est qu'un appel du nomade. Donc nous allons la suivre dans ce voyage lointain autant que faire se peut. On voit qu'elle a une façon d'aller de l'alpha à l'oméga et de revenir à l'alpha, partant toujours pour revenir, se situant au lieu d'un paradoxe, allant d'une notion à une autre opposée, du point de départ jusqu'à ses antipodes, amour éternel et séparation, flux et stase, castration et jubilation, poussée de liberté et besoin de fusion, ou encore le rêve poétique, là elle parle de Freud, rêve poétique de créer une science. Radmila Zygouris relève le paradoxe du mot transfert. Le transfert, soit la translation d'un affect, d'une pulsion, d'une représentation, désigne à la fois la répétition de quelque chose qui s'est joué ailleurs et avant, au sens de Freud, mais aussi cette répétition du passé sur la personne de l'analyste implique qu'une clôture psychique a eu lieu. Or, dans le transfert, surgit aussi du nouveau, lorsque du jamais advenu advient, dans le contexte d'un appareil psychique ouvert de l'analyste ou de l'analysant, parfois même des deux. Car on vient à l'analyse dans l'espoir que surgisse de nouveau. Que promet le psychanalyste lorsqu'on vient le consulter? En quelques mots, tu peux m'aimer, tu peux compter sur moi, mais je te promets que nous nous séparerons un jour. Ainsi va la paradoxale promesse latente. Radmila Zygouris recentre l'attention sur le cœur de l'invention freudienne du début du XXe siècle. C'est un modèle de lien, un modèle d'amour tout à fait inédit, tout comme est inédite la promesse de séparation qui le soutient. Elle interroge donc les contraintes et avatars de cet amour paradoxal, ouvrant sa portée fondatrice. Elle parle plutôt de transfert d'interdit, parce qu'il s'agit de deux étrangers, dit-elle, qui se parlent et il est interdit qu'ils aient des rapports sexuels. Cela est complètement arbitraire et voilà que cette promesse de séparation qui suit ce lien inédit et cet amour de transfert nous accompagne jusqu'à la fin. Et il y a la promesse de séparation qui est inhérente à l'éthique de la psychanalyse. Pourquoi tout ça? Parce qu'elle souligne
que l'analyste il est gardé ainsi dans l'exogamie et permet de parler d'Édipe et de l'inceste parce qu'il est gardé dans l'exogamie. Et c'est l'interdit transféré qui provoque l'amour de transfert parce qu'il protège, il garde un espace protégé du jeu des pulsions et de leur violence. Je dirais encore 2 mots peut-être encore sur le lien inédit qui est un chapitre du livre, parce qu'il est important de comprendre que la différence qu'elle établit entre lien et transfert. Le lien prend naissance dans le dispositif de l'analyse. Il est étroitement mêlé au transfert, mais c'est autre chose. C'est un lieu de silence, dit-elle, de bruit, de la voix, des sentirs, d'échanges de paroles qui peuvent ou non tomber dans le champ du transfert. Le lien signifie être en contact avec l'autre. Le lien est de l'ordre du sensible. L'auteur définit donc le lien comme l'ombilique de l'acte analytique, tout comme il y a l'ombilique du rêve qui n'est pas analysable. L'importance de ce lien est de soutenir le transfert et ses moments d'interprétation, et ce lien peut s'estomper à la fin de l'analyse, mais il peut aussi perdurer. Le premier chapitre du livre s'intitule « Sortilèges de la vie traumatique ». Je crois que je vais passer, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va passer un peu rapidement sur cette affaire qui a été très discutée, très commentée de l'analyste qui doit entrer dans la scène pour scène reconstituée dans les séances pour que le patient puisse sortir de sa scène traumatique. Donc, elle raconte cette histoire de la femme qui était violée par son père dans une cave et que pendant des années, ça se répétait jusqu'au moment où elle a dit « j'en peux plus de cette cave, j'en ai marre », formulant ainsi à haute voix ce que la patiente n'avait jamais pu dire à son père. On a donc une façon, dans ce texte, comment on doit rentrer avec le patient dans la scène traumatique pour l'aider à sortir. Mais ce qui est très important et qui n'a pas été aussi commenté dans les sortilèges de la vie traumatique, c'est le nouveau traumatisme qui vient de notre avenir. C'est un traumatisme de notre époque. Il s'agit d'une menace qui surgit de l'avenir, du fond de notre avenir. Il s'agit d'un paradoxe qui se rapporte à la peur de la finitude de notre espèce et qui arrive jusqu'à nos cabinets, dit-elle. Pas de velours, mais c'est vrai que nos jeunes patients, nous en parlent déjà de ce basculement de la menace venant de l'avenir, non seulement climatique, comme disait Louverlé si bien dans Chimère et Paradoxe, mais non, mais c'est aussi politique concernant la barbarie actuelle qui nous entoure. Il s'agit bien d'un futur qui appartient aux jeunes, cette conscience de leur propre finitude et de la finitude de l'espèce. Et ce destin est tragique. Tragique, ça veut dire collectif. Radmilas Digourris établit ici une distinction très intéressante entre tragédie et drame. C'est ça, tragédie et drame. Le trauma est toujours tragique, nous dit-elle. Il appartient au collectif, il appartient à la société. Dans l'Antiquité, il appartenait aux dieux. Il appartient à tout le monde, comme cela arrive avec les traumas de guerre. Mais pour le soigner, il est nécessaire de passer par la reconnaissance du drame singulier. Face à ces nouvelles cliniques à venir, sa proposition est assez inédite. Elle parle de créer de nouveaux mythes sur la scène analytique ou pour faire tiers dans notre monde binaire actuel. J'avais envie de répondre lorsqu'elle dit « il était une fois la psychanalyse » et c'était hier, j'avais envie de répondre « sauf que s'il y a encore des mythes à créer et des personnages conceptuels pour les habiter, la psychanalyse sera aussi là pour demain. » Et ce livre se termine, en effet, sur un espoir pour la psychanalyse de demain.
Je vais juste commenter assez rapidement, il est vrai, mais la série des jubilations qu'elle propose, qui est contraire à la série des castrations. Alors, ça c'est dans le chapitre L'enfant de la jubilation. Elle parle de la... elle fait apparaître l'importance de l'enfance dans la fabrique des concepts généraux de la psychanalyse. Et sa recherche donne lieu à une notion, c'est la notion de l'enfant conceptuel, influencé par Deleuze et Guattari. Il y a donc des enfants conceptuels différents selon l'époque de l'observation et de l'écoute psychanalytique. Elle remarque 3 moments où des psychanalystes ont observé des enfants, mais qui n'étaient pas des cures dans leur cabinet, c'était souvent des enfants ou de leur famille, ou des enfants qui regardaient, qui observaient. Et le premier moment, c'est l'enfant Forda, que vous connaissez tous, on connaît tous. For, ça veut dire partie, et da, ça veut dire ici, en allemand. Donc c'est la bobine, c'est le petit-fils de Freud qui était censé lancer et reprendre sa bobine. Sa mère était partie, alors en français on aurait traduit là pas là. Il tirait donc, il parle de compulsion de répétition, mais l'auteur dit c'est aussi une invention de l'enfant, une création de l'enfant qui est très content lorsqu'il joue avec sa bobine. Ensuite, après, c'est le stade du miroir, l'enfant stade du miroir. Là, c'est Lacan qui dit la joie, la jubilation qu'éprouve l'enfant lorsqu'il perçoit dans le miroir son image unifiée. Et qui dit image unifiée, dit image qui n'est pas confondue avec l'image de l'autre. Donc c'est son image unifiée, et à ce moment-là, l'enfant est joyeux. Et le troisième moment d'observation, c'est Winnicott, lorsqu'il parle de la découverte de l'objet transitionnel. Moi, je pense que vous avez dû tous voir des enfants qu'on essaye de donner à un autre nounours que celui qu'ils aiment, et ça ne marche pas. Leur objet transitionnel, c'est leur découverte, c'est leur objet, ils vivent avec pendant très longtemps. Donc, cette découverte est la création par l'enfant de l'ère du jeu, et ça donne aussi du plaisir. Tout cela, c'est pour inventer, après ces enfants conceptuels, l'enfant aussi histoire. L'enfant histoire, c'est le porteur des traumas, subis et venus de la grande histoire. Là, on a le transgénérationnel. Et enfin, elle passera à l'enfant monde. L'enfant monde, c'est le dernier avatar du monde contemporain, qui est caractérisé par la dépendance de l'humain au non-humain. Je terminerai. Oui, allez-y. J'ai 2 minutes. Ah oui, complètement. Voilà, je terminerai donc, après avoir parlé de ces enfants conceptuels qui lui font poser la question: qu'est-ce qui fait grandir l'enfant aujourd'hui et à quelle dématérialisation devons-nous les pathologies actuelles? Au-delà de l'Édipe, dit-elle, au-delà de l'Édipe, le dernier chapitre s'intitule « À l'école de la rue ». Il s'agit d'un article publié dans une revue brésilienne trimestrielle qui pose la question de la formation de l'analyste et la transmission de la psychanalyse. Alors l'auteur fait l'éloge de la rue. Tout est venu de la question d'un patient qui lui a demandé de quelle école elle tenait sa formation. Cela se faisait à l'époque de poser des questions comme ça. Et lui avait répondu de façon intempestive de l'école de la rue. Il s'avéra que cette réponse fulgurante, énigmatique sur le moment, fit effet d'interprétation à la fois pour le patient et pour elle. Parce que le patient était enfermé dans la maison par sa mère qui avait peur de le laisser sortir dans la rue, où il y avait le sexe, il y avait les mauvaises rencontres, il y avait toutes sortes de dangers, et il était enfermé dans la maison. Et au signifiant sexe, rue et peur et angoisse de la rencontre sexuelle, Radmila Zygouris propose la rue comme lieu de savoir. Elle se souvient que quand elle était enfant, on l'empêcha un jour de sortir
le jour de la déclaration de la guerre, qui amenait les bombes et la mort. Donc, Eros Thanatos, la main dans la main, se retrouvent dans la rue, métaphore du politique et du sexuel. Quand rien ne va plus, les gens descendent dans la rue et manifestent, dit-elle. Nous l'avons vu en Grèce à la fin de la dictature en 1974. À Buenos Aires, ce sont les maires de la place de Mayo qui sont descendus dans la rue pour dénoncer la disparition de leurs enfants. Jour après jour, mois après mois, dans le temps, elles ont fini par se faire entendre par le monde entier et le monde a été obligé d'accoler le mot de mère à autre chose qu'à l'Édipe, remarque l'auteur. Ce que je retiens dans ce que l'auteur nous apporte, c'est que la rue est un lieu de savoir non écrit, au-delà des familles, y compris politiques, au-delà de l'Édipe, au-delà de l'institution. Ce savoir de la rue ne se donne pas. Il se prend comme la liberté. Il se vole. Au bout de ce parcours, je terminerai ces voyages répétés d'un pôle à l'autre, ces revisites de théories pour de nouvelles ouvertures, par cette définition qu'elle donne de l'analyse en acte qui vient pour elle remplacer l'analyse comme savoir constitué, notion qui s'est évanouie pour elle. L'analyse en acte, dit-elle, un tissu de vie entre deux humains, un tissu d'hétérogénéité. Ces mouvements psychiques de l'un à l'autre dans le transfert m'évoquent Aristote. Pardon, je suis philologue de formation. Aristote, il emploie dans sa poétique, quand il parle de métaphore, il parle d'un deuxième type de métaphore qui emploie une image pour décrire quelque chose. On dit comme, et il prend l'exemple de quelque chose d'indicible qui va être dit par le moyen d'une image tissée. Et il parle de la voix de la navette, kerkidos phoni. Or, qu'est-ce que c'est la voix de la navette? Il s'agit de tisser chaîne et tram et scène, qui passe le fil d'un bout à l'autre du métier à tisser dans des allers-retours, tisser des images, ce qui ne peut se parler, via le son rythmé, répétitif, plaintif parfois, la voix de la navette. En entendant, on sait qu'il se fabrique un tissu commun entre deux, avec des images du passé, mais qu'il s'agit d'un tissu actuel. Caractéristique de toute son œuvre, l'aller-retour entre les notions opposées, interrogeant la pensée et les expressions, comme on l'a dit au départ, n'est-ce pas de l'ordre de la création poétique, dans le sens artisanal, ce qui se fabrique singulièrement dans le transfert. Je vous remercie.